Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'AxOpen. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Salut à tous et bienvenue dans le podcast d'AxOpen. Alors aujourd'hui, on va parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. De qui est tirée cette citation ? Vous connaissez ? Oh non ! Charles Aznavour. Merci Greg, merci. C'est bien le grand sage. Ouais. Alors on va parler aujourd'hui donc d'AS400, le bon vieux AS400. C'est un système informatique qui est bien connu des années 90 et qui pose maintenant en fait bien des difficultés dans les entreprises où il est encore présent. Alors je vais laisser l'équipe du jour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que on a comme problématique finalement actuellement autour de la S400 et d'autres anciens outils du type, et surtout vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie de migration pour justement sortir de ces systèmes sans avoir trop de dégâts, quoi. Alors la team du jour, j'ai Philippe, le Java Man aigri. Hello. Arthur, JavaScript Lover. Bonjour. Nathan, Monsieur Prof du Code. Salut. Et nous avons un revenant qui fait son grand retour, que vous avez, si vous êtes des très fidèles du podcast, entendu sur les premiers podcasts il y a 4 ans, peut-être déjà. Nous avons Greg, que nous avons prénommé le Grand Sage. Salut à tous. On va démarrer comme d'habitude par poser les bases. On va poser les bases. Simple. Classique. Philippe, la S400, c'est quoi ? Alors la S400, c'est un système qu'on va appeler un peu legacy. C'est un gros système qui permettait de développer des applications métiers sur des systèmes basés de type IBM et compagnie, avec des langages de programmation type COBOL, qui a été la révolution dans les années 90 et qui a été utilisé massivement par quasiment toutes les entreprises et qui aujourd'hui est encore existant dans bonne partie des grosses entreprises, et en particulier dans le domaine assurance et bancaire, qui ont encore beaucoup d'applications qui sont basées sur ces technologies-là. À quoi ça sert concrètement et comment ça fonctionne ? Alors, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne avec un langage de programmation de type COBOL qui va s'interfacer avec une base de données. Donc, pour l'époque, c'était très novateur, hein, c'était vraiment quelque chose de très bien. Et il y a une grosse interconnexion entre la partie code, la partie exploitation et la partie base de données. Tout était un peu mêlé. C'est pour ça qu'on appelle ça des mainframes à l'époque, c'est que tout est interconnecté et que du coup on n'est plus du tout dans une architecture telle qu'on peut le connaître maintenant, avec des services, des microservices, un front qui est attaché et compagnie. La grosse particularité de ces systèmes-là, c'est qu'ils avaient l'écran vert. Et en gros, quand ils développaient avec des cadres d'écran qui étaient prédéfinis. Et du coup, ils allaient assez vite pour faire du développement parce qu'il n'y avait pas 50 000 manières de faire. Il y avait l'écran de listing, il y avait l'écran d'insertion de données, l'écran de visualisation. Et vous interagissiez avec le système, pas avec une souris, mais avec directement des raccourcis clavier. Donc ça a encore plein de capacités assez extraordinaires. C'est extrêmement rapide, c'est hyper facile d'interfacer avec parce que c'est du clavier, mais ça a plein de défauts aussi. C'est que c'est hyper rigide. La manière dont c'est développé, c'est très compliqué de le maintenir parce qu'il y a de moins en moins de développeurs qui existent qui font ça. Et en plus, c'est figé parce que vous avez des écrans qui sont les mêmes types d'écrans et vous pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez. Si on retourne un petit peu, du coup, effectivement, en arrière et qu'on se fait un petit point historique, c'est le moment historique. La S400, quand est-ce que c'est apparu et ça a été finalement créé par qui ? C'est une solution, c'est IBM, non ? Ouais, c'est IBM à la base. C'est IBM qui a sorti ça, en fait. À la base, la S400, c'est quasiment une architecture de système, en quelque sorte. C'est, en gros, on vous vend un serveur, IBM vend un serveur, vous l'installez chez vous, et puis vous avez tout dedans, le CPU, la mémoire, etc., un clavier avec des touches fonctions à l'infini. Voilà, c'était vraiment la révolution de l'époque d'avoir tout en un, et puis assez facilement, avec des programmes dessus qui sont réputés fiables, et qui tournent très bien, et c'est pour ça qu'on en retrouve encore beaucoup dans les systèmes où c'était très ancré avant, système bancaire, assurance, où on a besoin de programmes fiables avec assurance des données, etc. Et c'était à l'époque où on vendait c'était calculé, le coût de l'appareil était calculé en millions d'opérations. En fait, c'était la capacité de la machine qu'on vous vendait et tout allait avec, quoi. Ce qui est plus tout le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tout est virtualisé dans des systèmes où vous savez plus vraiment vous avez plus d'adhérence avec la machine physique, mais là-dessus.
Ce qui est peut-être important de noter pour ceux qui sont un peu fans de ça, c'est que c'est pas du tout des architectures x86 ou x64 ou des architectures de type ARM. C'est vraiment une autre classe complètement d'informatique qui existait à l'époque et qui existe encore un peu maintenant. Ouais, il faut voir que pour poser le contexte de tout le reste, c'est IBM qui a fait cette architecture-là. C'est 100% propriétaire d'IBM. Il n'y a que IBM qui maintient les anciens systèmes AS400. Il n'y a que IBM qui a fait évoluer la AS400 dans le temps pour sortir des nouvelles versions. Il faut voir c'est sorti dans fin des années 80, je crois. Depuis, il y a eu pas mal de révolutions. Il y a eu la révolution Internet, etc. Enfin, il faut voir que dans les années 90, c'était ça le serveur, tout était en local, etc. Donc IBM a fait évoluer pour avoir des solutions et faire évoluer leur système aussi, les rendre disponibles un petit peu à distance, là où avant c'était 100% centralisé dans l'entreprise. On avait son petit serveur en salle serveur. Et du coup, chaque appareil a sa base de données et son écran. Et du coup, tu peux pas trop... En fait, tu peux te connecter sur le mainframe avec différents écrans, mais tout est exécuté sur le... Ok, donc c'est forcément dans le même local, entre guillemets. C'est-à-dire que... Non, tu peux te mettre en remote. Tu peux te mettre en remote mais je veux dire, c'est exécuté tout en central. Ok, t'as un seul S400 qui fait tout, donc s'il saute, c'est fini, entre guillemets. Après, tu peux avoir des... T'avais des répliques et tout ça, mais je veux dire, oui, c'est le principe. Ouais. Ok. Et t'avais... Ouais. Mais c'est encore maintenu, il y a des systèmes de mise à jour de l'OS du système ou... Bien sûr, c'est encore tout à fait maintenu par IBM, ça coûte assez cher, mais vous pouvez continuer de faire évoluer votre système, et même ils ont apporté plein d'évolutions au langage de programmation. Néanmoins, quand tu constates dans les entreprises, ils sont souvent dans des anciens systèmes, pas forcément toujours bien maintenus. T'as des concurrents de base à la S400 qui sont sortis un peu en même temps, ou c'est vraiment la seule solution Alors, au tout début, il y avait des concurrents, mais en fait, ils ont tout fracassé. Écrasé, du coup, il y a quasiment que maintenant qui font ça. Ok. Et justement, donc, qu'est-ce que, si on rentre un peu plus dans le détail, donc chez plusieurs de nos clients, on a eu l'occasion de voir ces systèmes tourner. C'est quoi concrètement les problématiques que ça pose aujourd'hui d'avoir un S400 ? Il y a plein de problématiques. Il y a des problématiques technologiques et des problématiques organisationnelles. Sur la partie organisationnelle, le vrai problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, vous ne trouvez pas de développeurs AS400, ça n'est plus formé dans les écoles. Plus personne fait du COBOL ou ce type de technologie-là. Et du coup, les gens qui maintiennent ces systèmes sont souvent des gens qui sont assez proches du départ à la retraite. Donc ça, c'est vraiment la première problématique, c'est en termes d'organisationnel, c'est très compliqué. Et même les grandes banques et les assurances, elles créent des écoles pour essayer de créer des nouveaux développeurs sur ces technologies-là, parce que c'est pas maintenant. L'autre problématique, et des problématiques qui sont plus de l'ordre technique, c'est des langages qui étaient très permissifs, très bas niveau, qui n'étaient pas du tout faits pour être structurés, organisés et maintenus dans des systèmes comme on le fait aujourd'hui avec des packages et compagnie. Il n'y a pas tout ça. Vous n'avez pas de gestionnaire de sources dans la majorité des cas. Maintenant, c'est un peu possible, mais c'est pas le cas. Et du coup, vous avez des tonnes de programmes qui existent. Et en fait, c'est vite un cauchemar de maintenance. Donc ça, c'est le problème de base du langage et de la technologie qui est utilisée. Et après, dans la partie base de données, c'est pareil. La partie base de données, historiquement, vous n'aviez pas tout ce qui est clés étrangères, tout ce qui est contraintes. Vous n'aviez pas des types de colonnes dates. Vous n'avez pas tout ça, tout de base. Donc, dans les bases de données aujourd'hui des systèmes AS400 historiques, c'est des systèmes qui ont plus comme l'a dit Greg, une trentaine d'années. Il y a 30 ans de mauvaises pratiques de développement qui sont accumulées. Et du coup, c'est très, très compliqué pour une entreprise de le maintenir et de le faire fonctionner. Après, c'était des pratiques de développement qui étaient limitées par la capacité machine qu'on avait. C'est-à-dire que, comme disait Philippe, les bases de données, c'est un truc assez particulier. Souvent, c'était des bases DB2 qui étaient assez anciennes. C'était des bases où le nom d'une table était limité à 6 caractères. Donc, la compréhension des tables, bon courage. Il y avait souvent des classeurs entiers de spécifications de quelle table correspond à quoi, est-ce qu'il y a dedans. Les champs étaient limités à 30 caractères. Et encore, je crois que c'était pour les dernières versions de DB2. Enfin, c'était vite un enfer, quoi. C'était vite un enfer, et on va retrouver après la complexité sur la partie migration de ces bases de données-là. Et aujourd'hui, c'est pareil, vous êtes peut-être bloqué dans la compatibilité avec les autres systèmes. Un S400 aujourd'hui, il est dans un écosystème, dans un SI avec d'autres applicatifs, j'imagine, qui tournent pour d'autres choses. Aujourd'hui, la communication, est-ce que ça pose un problème ? Alors, ça pose forcément un problème. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les systèmes AS400, c'est que généralement, c'était le cœur de l'entreprise. C'était souvent l'ERP, donc c'est plutôt les autres qui s'adaptaient à ce système-là. Il y a eu pas mal d'avancées du côté d'IBM pour maintenant interfacer ces procédures avec des web services classiques ou ce genre de choses. Néanmoins, c'est pas un système qui est nativement pensé pour être interfacé. Donc ça pose un certain nombre de problématiques. Je ne sais pas si on rentre maintenant dans comment on peut s'en sortir et comment on peut s'interfacer.
Mais c'est pas simple, quoi. Sur les problématiques de la partie maintien de la S400 aujourd'hui, j'aurais rajouté la problématique financière, où effectivement, il y a quasiment plus de développeurs à S400, il y en a même qui reviennent de retraite, quoi, parce qu'il y en a tellement pas qu'il faut aller les chercher là où ils sont. Et après, IBM a le monopole encore pas mal des anciens systèmes mainframe. Quand les sociétés ont des serveurs, eux, dans leur salle serveur, il n'y a que IBM qui peut fournir les pièces. Et actuellement, on va dire que IBM se rince bien sur le prix des pièces, parce que vu qu'il n'y a que eux qui peuvent les fournir, c'est hors de prix. Il y a même un marché de l'occasion, je crois, sur les pièces des systèmes AS400, tellement c'est cher. C'est cher. Ouais, du coup, tu es un petit peu bloqué, donc, lié, ça en coûte fait. cher. Ouais, et puis s'ils sont les seuls, effectivement, ils se privent pas, quoi. Après, étant donné que c'est des systèmes un peu anciens, est-ce qu'on ne trouve pas aussi des problématiques liées à la connaissance métier? C'est-à-dire que l'application a commencé à être créée il y a super longtemps avec des règles bien précises et avec un code qui est difficilement lisible ou un peu éparpillé partout, on se retrouve à perdre un peu la connaissance métier de base qui était juste implémentée dans l'S400 et pour faire soit des migrations ou des modifications, en fait, on se retrouve à plus trop savoir comment ça devait marcher de base et un peu à tâtonner à droite à gauche. J'ai juste envie de te dire totalement, en fait. c'est totalement ça, c'est des systèmes qui ont 20-30 ans. La connaissance métier, elle est partie depuis avec le 20-30 ans. 20-30 ans. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on est dans des sociétés où ils ne savent même pas comment fonctionne leur cœur du SI et ça fonctionne parce que ça a toujours fonctionné. Et il y a des systèmes entiers de calcul qui fonctionnent sans que personne vraiment ne les comprenne. Si jamais il faut changer un paramètre, on peut pas. Non. On change la loi. Là, c'est devenu une boîte noire, ces systèmes. Concrètement, personne ne sait ce qui se passe dedans, quoi. Ça marche, on le garde comme ça, mais on ne sait pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, concrètement, vous pensez qu'il y a absolument aucun avenir à ces systèmes et qu'il faut absolument sortir quand on est dedans? Ou alors est-ce qu'il y a une possibilité de se dire que ça peut quand même encore continuer 10-20 ans? Alors ça peut et ça va continuer encore de nombreuses années parce que les systèmes bancaires, ils vont pas les basculer comme ça. Néanmoins, il n'y a pas d'avenir à la technologie. Non. C'est une technologie qui, par conception, n'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et niveau performance, ça arrive à tenir des énormes entreprises avec des centaines de milliers? Alors, niveau performance, ça met à peu près une claque à tous les systèmes. Ah ouais? Juste avec un mainframe? Ouais, c'est parce que c'est très très bas niveau, ça va très très vite et t'es loin de le saturer avec. Après, c'est pas du tout fait pour encaisser les applications web. Hein. Oui, bien sûr. Sur le système ERP de l'entreprise, ça bouge pas. Ok. Bah, une fois qu'on a dit ça, comment finalement est-ce qu'on peut faire pour sortir concrètement en fait de la S400? Parce qu'effectivement, là, on vient de soulever pas mal de problématiques. On se dit c'est potentiellement dangereux, même si j'imagine que de sortir de la S400, c'est pas si simple. Ouais, c'est pas si simple pour plein de questions, comme on l'a dit. Hein, c'est une perte de connaissances organisationnelles. Après, il y a plusieurs grandes stratégies de personnes qui sortent de la S400. Il y a la première qui consiste à dire on jette tout. Et on met un logiciel sur le marché, on jette le RP, on en met un nouveau. C'est des projets qui sont pharaoniques parce que c'est très très compliqué. Et puis vous faites la bascule on-off du jour au lendemain. Donc ça, c'est vraiment des sujets, c'est le Big Bang, quoi. Ça peut marcher, c'est souvent un peu galère. Et après, sinon, il y a des stratégies de sortie où on peut y aller de manière progressive. On décommissionne des pans entiers de la S400 en le développant dans une application à côté. Et une troisième catégorie que moi je voulais amener, c'est qu'aujourd'hui on peut quand même s'interfacer avec des applications AS400 avec du développement moderne. Donc on a pas mal de clients qui, j'ai envie de dire, soit s'interfacent directement avec la base de données, c'est tout à fait possible de le faire. Hein. Donc là vous récupérez les données, elles ne sont pas forcément bien structurées, mais ça vous permet d'avoir une continuité de service. Donc, vous pouvez potentiellement redévelopper des services en Java ou en .NET directement sur la base DB2. Soit sinon, vous pouvez aussi appeler des procédures de la S400 en applicatif Java. Donc c'est possible, il y a tout un tas de systèmes qui permettent de faire de la modernisation petit à petit, sachant que chacune de ces scénarios a des forces et des faiblesses. Oui, parce que j'allais dire, ça me semble, vu de ma fenêtre, compliqué à un moment donné de te dire tu as été dans une boîte, tu as 30 ans de données sur un AS400 et tu dis finalement, ciao, et on récupère. Alors, ce que je veux dire, le scénario Big Bang, il peut fonctionner du moment où vous n'en avez pas grand-chose à faire de votre passé. C'est-à-dire, par exemple, sur des problématiques comptables, sur des problématiques de gestion de stock et compagnie, il n'y a pas vraiment d'intérêt à garder l'historique. Vous avez besoin d'une photographie à l'instant T, puis après, vous pouvez repartir. Donc là, vous pouvez tenter de faire ça. Par contre, sur des systèmes où vous avez une certaine intelligence dans la donnée, c'est plus intéressant de se reconnecter à la base de données et finalement de restructurer les données et de les récupérer petit à petit. Et du coup, si admettons, on veut se mettre dans un scénario comme ça, en fait, comment est-ce qu'on commence
je me mets à la place de quelqu'un où il se dit, bon, bah, je sais pas, je suis DSI d'une boîte et j'ai un AS400 en place, je veux en sortir, mais je veux garder effectivement encore de mes données. Enfin, comment je fais? Parce que mentalement, je pense que ça doit être un chantier. C'est un chantier, puis c'est un coût qui peut être pharaonique parce qu'il y a quasiment personne qui sera capable de vous chiffrer la sortie de la S400. Parce que pour chiffrer la sortie de la S400, il faudrait être en mesure de faire un état des lieux de tout ce qui est fait dans la S400. Et en fait, c'est quasiment impossible parce que aller lire toutes les procédures de la S400 qui sont développées depuis 30 ans, c'est très compliqué. Surtout que le code n'est pas architecturé d'une telle sorte qu'on peut dire ça correspond à ça et compagnie. Donc dans la majorité des cas, c'est pas possible. Donc c'est un aller un peu sans précaution, quoi. Après, en faisant le projet, en étant assez en partant des données, c'est souvent une bonne manière de faire. C'est-à-dire, voilà les données que j'avais, voilà comment je peux les exploiter. On arrive à migrer petit à petit de ces systèmes-là. Mais il faut bien être conscient que ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Après, il faut savoir qu'il y a un gros marché quand même sur les migrations S400, qu'il y a beaucoup de monde qui le prend très au sérieux parce qu'on sait qu'il y a énormément de systèmes S400 qui restent. Il y a des fournisseurs cloud qui mettent à disposition des moyens de migrer plus facilement, que ce soit juste au niveau de la base de données ou alors au niveau même de faire tourner des systèmes AS400 en virtualisé dans le cloud. Donc il y a deux questions qui se posent. C'est la question de se dire est-ce qu'on est sur du mainframe qui est dans notre salle serveur, etc. et on veut changer d'hébergement. ISO ce qu'on faisait avant, on change juste l'hébergement, on passe sur un hébergement cloud. De temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas parce qu'en fait on est en train d'interroger quelque chose qui est hébergé à distance ou qui est hébergé chez nous avec un terminal passif. Il y a quand même une mesure qui est un peu différente. Après on peut migrer la base de données et se dire on repart de cette base de données là et puis on refait un applicatif par-dessus. Mais dans ce cas-là, on va aussi se poser la question de est-ce qu'on garde cette vieille base de données avec des données incompréhensibles dedans, souvent réparties dans plusieurs colonnes parce qu'on n'avait pas la place de les mettre dans une seule, parce qu'à l'époque c'était le seul moyen de stocker des données importantes. Ça, j'ai envie de dire... Il y a un scénario qu'on n'a pas évoqué, que moi je considère comme étant assez mauvais mais qui existe, c'est ils ont des applicatifs, il y a des boîtes qui vendent des softwares qui transforment le code donc de ces systèmes-là en application Java directement. Oui, t'as les deux même. T'as ceux qui transforment en application Java et ceux qui compilent sous forme d'exécutable le code AS400 pour après derrière pouvoir l'utiliser. Moi, je trouve que c'est toujours un cauchemar après à maintenir et tout ça. Et on a l'impression que ça va aller plus vite et c'est pas forcément la bonne stratégie. Moi, je pense que ça fait que reporter le problème. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on fait ça ? Parce qu'on n'a pas la connaissance métier pour recoder ce qui avait été fait à l'époque. Ou alors on n'a pas le temps, ou alors on n'a pas le budget non plus. Parce qu'en fait, tout ça, récupérer la connaissance métier, refaire des process, refaire une application qui va pas être la même qu'un écran vert sur fond noir, ça a quand même un coût et une approche qui est totalement différente. Donc, quand on migre un ERP déjà, qui était dans un langage même pas trop ancien, vers un nouveau langage, la plupart du temps, on reprend pas le code, on regarde pas forcément le code de ce qui avait été fait avant, on repart de qu'est-ce que veut le métier. Et on s'aperçoit souvent que quand on dit on va refondre un ERP ISO par rapport à ce que c'était, en réalité c'est jamais ISO. On arrive en fin de projet, il y a 14 000 trucs qui ont changé, il y a la petite règle de je sais pas qui est arrivée sur le haut du plateau et on va en profiter pour faire ça. Donc c'est quasiment impossible si on repart pas du vrai besoin métier, mais ce besoin métier là, on a besoin de ressources à la fois en termes humaines et financières de la part du client pour pouvoir avancer sur ce sujet-là et pour pouvoir déclencher le projet. En vrai, tu reviens comme un gros projet de dev, en fait, où tu repars encore une fois de la base et de se dire qu'est-ce que vous faites. Surtout que si jamais, effectivement, tu as un AS400, c'est que tu as 20-30 ans qui sont passés et potentiellement tes process, ils ont de toute façon évolué. Donc, c'est aussi l'occasion peut-être de faire un pas en avant et d'avoir des outils qui sont peut-être un peu plus... qui seront peut-être mieux pour les équipes aussi. Oui, et puis il y a le défaut de la déformation par les systèmes AS400, c'est-à-dire qu'il y a des personnes dans des sociétés qui ont appris à travailler que sur le système AS400 et que du coup le process il a été défini par rapport à ce que faisait l'AS400 et non pas du tout par rapport à un process tel qu'il devrait être défini dans l'absolu. Alors pour revenir sur ce que tu dis, en fait il y a un delta entre les applications AS400 et une application web par exemple. C'est-à-dire que quand on voit les personnes travailler sur AS400, on se demande à quel point on pourrait faire quelque chose d'aussi rapide en web. C'est-à-dire que ça demande une formation à l'utilisation, parce qu'il faut connaître tous les raccourcis clavier, tous les trucs, les entrées, etc. Par contre, ça va à une vitesse, ça a une productivité
qui est pour ma part, je trouve vraiment ça inégalable en termes de productivité, quoi. Mais par contre, après, le défaut, c'est que tu embauches quelqu'un, tu le mets sur la S400, il a aucune chance de s'en sortir. Il n'est pas opérationnel tout de suite. Voilà. Ça demande une formation et ça demande un temps d'adaptation. Tu recrutes personne quand tu sais que... Personne n'a envie. Non, personne. J'ai jamais vu des CV avec AS400 dessus, personnellement. Des gens à la retraite. Ou des gens à la retraite pour le coup. Ils n'ont pas envie de s'en vanter parce qu'ils se disent s'ils voient marqué S400, ils vont m'en faire faire. Voilà. Je vais oublier cette partie de ma vie. Et finalement, quand on arrive donc à entamer un projet un petit peu comme ça, l'idée c'est quoi? C'est de se dire quel module en priorité peut-être je peux faire et faire coexister peut-être la S400 en même temps. Moi j'aime bien les migrations progressives, je suis pas un fan du Big Bang. Donc j'aime bien les migrations progressives et en fait en interfaçant avec la S400, on peut décommissionner pan à pan la S400 pour en faire une application, une nouvelle application. Ça demande un peu plus de travail, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus moins risqué et beaucoup plus progressif dans la manière de sortir de cette technologie-là. Et donc, alors je sais pas si là, théoriquement, sur la S400, il y a possibilité de continuer à faire des évolutions là aujourd'hui? Bien sûr, il y a toujours de possibilités. La difficulté, c'est de trouver des développeurs et de comprendre ce qui a été fait dans le passé. Et du coup, quand on démarre, admettons, un projet où on se dit, on fait comme tu as dit, on commence à décommissionner, à refaire petit à petit des nouveaux projets, tu fais quoi? Du coup, c'est quoi la stratégie? En attendant, tu freezes tout ce qui est Evo de la S400 pour te concentrer sur un truc où tu fais... Alors, généralement, tu n'es pas obligé de freezer pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes équipes. C'est-à-dire que, généralement, on dit de freezer les développements pour que ça soit plus simple de migrer. Mais comme c'est des équipes qui ont généralement rien à voir, vous êtes sur des personnes qui ont plus de 50 ans, qui sont dans le système depuis longtemps, et puis généralement t'as des évolutions à faire qui sont de l'ordre qui viennent du juridique ou de la compta, qui n'ont pas le choix, donc tu peux les laisser évoluer leur système, sachant que toi tu prépares la version à côté. C'est moins problématique que quand tu as une seule équipe qui fait la même techno. Ouais, comme ça, tu peux continuer à effectivement faire les deux en même temps. Puis on va souvent commencer par un seul module, c'est-à-dire qu'en fait, comme tout ERP, je sais pas, on va avoir un module finance, un module production, etc. Et on va choisir un module en particulier. La plupart du temps, le plus indépendant, on commence toujours par le plus indépendant pour essayer de... Voilà. Non. On va essayer de prouver les bienfaits d'une migration, et puis après, on va prendre les modules au fur et à mesure et de manière progressive. Après, il y a des systèmes qui permettent aussi d'avoir un peu de synchronisation en termes de base de données, de choses comme ça. Ça s'étudie aussi. C'est vraiment au cas par cas, selon ce que faisait le système mainframe à la base, qu'on va pouvoir évaluer. Est-ce qu'on peut migrer de manière modulaire, de manière progressive? Et de temps en temps, mais je suis un peu comme Philippe, je déteste ça, on est obligé de passer par le Big Bang. Mais là, un arrêt de RP, sachant le type d'entreprise qui utilise des AS400 aujourd'hui, c'est monstrueux comme arrêt de prod, quoi. Côté dans les entreprises sur lesquelles vous êtes passé, où justement il y avait ces migrations de la S400, en tout cas ils essayaient d'en sortir, côté transition, au niveau des équipes, etc., est-ce que c'est des choses qui se gèrent assez bien ou est-ce que c'est douloureux? Alors tu parles des transitions pour les développeurs? Plutôt pour les équipes de développement. Alors dans les entreprises sur lesquelles on est sorti de la S400, on a réussi à reformer les gens à la nouvelle techno. Mais c'est juste qu'il faut partir de l'idée que ça va prendre 5 ans, quoi. Mais déjà, c'est à peu près le temps qu'il faut pour sortir de la S400 aussi. Donc, il faut arriver à faire un bisou intelligemment. Un bisou pour arriver à le faire. Ouais. Et puis faire effectivement monter en compétence les gens qui trouvent effectivement l'intérêt. Et après, pour la partie utilisateur, je pense que c'est quand même... Non, la partie utilisateur, c'est hyper complexe, parce que des gens qui sont là depuis 50 ans, qui tapent dans le même système depuis toujours... Quand tu leur mets une appli web dans les mains, il y a un petit choc. C'est les plus réfractaires. En vrai, c'est les plus réfractaires. Ils se disent ça va moins vite. Ouais. Mais c'était mieux avant. Et après, ils s'habituent à toutes les nouveautés qui sont bien dans le nouveau système, mais ils ont tendance à penser qu'effectivement, ils allaient plus vite avant. Mais tu as aussi le double changement. Tu as le changement de technologie, il passe sur un navigateur web, et aussi la revisite des process qui, du coup, vont se dire non, on faisait pas comme ça avant. C'est double changement, quoi. Bon merci en tout cas. On devient comme ça nous aussi. Quand on change des changements, quand on commence à changer des petites habitudes et tout, on frise un petit peu. Mais bon. Vous avez des derniers conseils à donner aux gens qui nous écoutent et qui voudraient un petit peu sortir de... Moi, je donnerais un conseil, c'est que c'est possible d'en sortir. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont défaitistes en disant on va jamais y arriver. En fait, c'est complètement possible de s'en sortir. Il faut juste prendre le temps et bien réfléchir. Et que c'est tout à fait possible de faire des migrations progressives en se connectant à la S400, en interagissant avec, et petit à petit de s'en sortir.
il n'y a pas de voie de garage, quoi. On peut s'en sortir, quoi. Puis il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités de migration. Enfin, on en a cité quelques-unes, mais c'est vrai que on peut en avoir juste d'une petite partie de la S400 d'un point de vue module. On peut avoir en migrant juste la base, en migrant juste l'applicatif. Enfin, on peut migrer à plein de différents niveaux. L'essentiel, c'est de se lancer et de se dire à un moment donné, il faudra y aller parce que ce sera inévitable et plus on recule, plus ce sera potentiellement difficile. Et plus ça va nous bloquer pour les autres applicatifs qui vont être tout autour de la S400 parce qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de se connecter avec le système central et c'est bloquant, quoi. Et puis le jour où IBM dit désolé, on n'a plus trop envie de maintenir, On va faire ça, ils vont dire on va maintenir, mais c'est 2 fois plus cher. Ouais, c'est ça. Bon, finalement, c'est 10 fois plus cher. La petite pièce là, le lecteur CD, non, c'est 20 000. Ça sera plus compliqué. Bon, merci du coup pour vos éclairages sur le sujet. Bon, on va passer au coup de gueule directement, comme on n'est pas très heureux cette semaine. Tutur, t'avais un coup de gueule à nous partager. Ouais, j'ai eu besoin d'utiliser l'API de Google Ads pour faire des développements cette semaine. Et en fait, c'est l'enfer de pouvoir s'interconnecter avec une API de Google. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir un accès API à l'API en particulier, donc Google Ads, qui va vous donner un classique token, enfin une API key avec un ID, etc. Mais vous avez aussi besoin de l'authentification par Google Cloud. Et en fait, vous allez devoir gérer ces 2 authentifications, sachant que sur le Google Ads, vous allez avoir une application qu'il va falloir faire valider par Google, qui peut prendre jusqu'à 3 jours, c'est ce qu'ils disent. Et vous avez aussi votre application sur Google Cloud Platform, qu'il faut aussi qu'il soit validé par Google, sachant qu'ils demandent une vidéo YouTube qui prouve l'utilisation de votre application. Il faut que vous mettiez un lien vers vos conditions d'utilisateur. Enfin, t'as l'impression qu'il faut faire la croix et la bannière, tout ça, pour pouvoir avoir une authentification et tout ça pour pouvoir faire une estimation Google Ads. C'est l'enfer. Là, on est censé partir en prod bientôt et en fait, on se rend compte que il faut faire valider l'application par Google et qu'on ne sait pas quand est-ce que ce sera fait. Donc, moi qui m'attendais juste à avoir une petite clé d'API, faire un appel REST, c'est l'enfer. Il m'a fallu 3 jours pour démêler tout ça et même à la fin, en fait, c'est pas fini parce qu'il faut que Google valide. Donc, c'est un enfer. Moi, j'ai un autre coup de gueule, mais dans le même lien, il y a une pratique qui est de plus en plus en train d'arriver chez les éditeurs, c'est-à-dire de bloquer l'accès à l'API et de la rendre payante. Enfin, je trouve que ça devrait être interdit par la loi. Enfin, je veux dire, à un moment, de ne pas pouvoir utiliser les API des systèmes et devoir payer des formats en plus pour rien, enfin, c'est complètement fou. Ça, c'est parce que ça leur coûte trop cher. Les sites, surtout les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram, avant leur API était ouverte et en fait ça leur coûtait des millions parce qu'en fait les gens ils peuvent faire globalement n'importe quoi. Mais tu vois, par exemple, tu prends une API, nous on héberge le podcast sur un système, t'as pas accès à l'API et tu peux pas exporter tes données, tu peux rien faire, quoi. Ah, c'est l'enfer. Je comprends pas le concept de bloquer surtout que tu mets des limites, tu vois. Tu dis tu mets 100 appels par jour, ça va pas coûter. Surtout que là, dans les cas présents, c'est juste pour faire des choses que leur interface sait pas faire. Et du coup, tu veux le faire par API et tu peux pas parce qu'ils ont bloqué le truc, quoi. Je trouve ça vraiment ridicule. Et comme tu dis, à la rigueur qu'il y a un cap en termes de nombre d'appels, pourquoi pas, mais... En fait, je pense qu'ils limitent l'accès à la donnée, tous ces systèmes-là. Je comprends pas pourquoi, mais avec en fait, c'est peut-être que tu veux te dire ma donnée elle est trop importante. Oui, mais à la base, c'est quand même c'est ta donnée quand même. Hein. Oui, c'est quand même nos données et en fait, on t'empêche de la récupérer. On dit maintenant, il faut payer pour la récupérer un petit peu en masse. Et encore, quand on dit un petit peu en masse, c'est genre je dois les récupérer 10 par 10, quoi. Enfin, c'est pas non plus. En fait, Toi, de la même manière, tu parles de Google. Moi, je trouve que l'outil Google Analytics, il est complètement pourrave de chez pourrave et tu veux exporter tes données juste pour pouvoir les retraiter, mais c'est un enfer, quoi. Ça m'étonne pas. Donc voilà. J'ai un coup de cœur si tu veux. Il est tellement mignon. Le coup de cœur de dernière minute de Nathan. Le coup de cœur est assez spécifique, mais c'est par rapport au cloud, principalement sur Azure. Il y a un nouveau service qui est en train d'arriver en ce moment qui est le Container Apps Job et qui permet d'exécuter des jobs type batch ou ce genre de choses avec des événements d'entrée. Ça peut être récupération sur une queue ou des cron jobs. Et je trouve ça assez pratique parce que souvent quand on regarde les services sur les providers cloud, on ne trouve pas beaucoup de possibilités d'exécuter des jobs one time, une fois par jour, etc. Et avec autant de liberté que ce soit sur
le contenu, l'image, les images Docker, la puissance. Et j'ai trouvé le service assez bien fait. Bon, il est c'est le début, du coup tout ne marche pas parfaitement, mais son usage est assez pratique et je trouvais que ça répondait à une vraie problématique où sur Azure, à part surpasser par des cubes ou des fonctions, mais avec les timeouts on était embêté, en fait on ne trouvait pas vraiment de service pour faire cette partie-là et je trouvais ça très pratique. Merci Nathan, je vois qu'ils t'ont inspiré. C'est l'énervement, ça t'a inspiré. Il faut mettre un peu de positivité. T'as bien raison. Je vais te laisser finir Nathan, tu vas remplacer Théo aujourd'hui sur l'actu des techos, tu avais une petite news à nous partager. Lâche Info, c'est l'actu des techos. Oui, on va être un peu bancal dans l'explication parce que j'ai lu un peu en diagonale, mais c'était assez intéressant. C'était sur la partie, on va parler de sécurité. Il y a, je pense que ça fait peut-être un mois, voire un peu moins, une librairie du noyau Linux qui était mise à jour et maintenue par une seule personne. C'est fait un peu flag pour l'ajout d'une vulnérabilité dessus. Contrairement à d'habitude où quand on se retrouve avec une nouvelle vulnérabilité sur une librairie, c'est en général pas fait exprès. Sauf que là, la personne qui maintenait la librairie et qui a réussi à récupérer la maintenance, petit à petit, au fur et à mesure, je crois que c'est sur 2 ans, rajouter des petits morceaux de code pour qu'à la fin, ça fasse une vulnérabilité au global. Et il s'est fait avoir dans la dernière ligne droite, il s'est fait remarquer. Et ça venait à poser pas mal de questions, parce que pas mal de nos outils principaux sont basés sur de l'open source. Et de se dire que les personnes qui maintiennent l'open source ont quand même une grande liberté et un peu le droit de vie ou de mort sur nos systèmes. Et de se dire est-ce que c'est un bon modèle de tout baser sur l'open source tout le temps, est-ce qu'il faut rajouter des vérifications, ce genre de choses. Et je crois que c'est un des premiers cas comme ça, on se retrouve avec une vraie malveillance et en plus fait de manière assez intelligente. Donc ça soulève plein de questions, donc on n'a pas forcément de réponse, mais faites bien attention à ce que vous faites. Après, ça peut être intéressant dans l'autre sens aussi de se dire ça fait tant d'années qu'on est en open source, et là, le mec, il a voulu mettre une faille de manière très intelligente, et elle a quand même été découverte par, j'imagine, la communauté open source elle-même. Donc ça permet aussi d'éprouver un peu le système, je trouve, de se dire que même quand les gens ils veulent faire exprès, même quand ils y mettent 2 ans de leur temps et une ingéniosité de fou, c'est quand même éprouvé et le système il tient, quoi. Alors ça se trouve, il y a des vulnérabilités qui sont passées en 10 ans, il y en a plein qui sont passées et qu'on n'a jamais vues, mais celle-ci... J'aurais l'argument inverse, c'est que vraiment tu remarques ce que tu remarques. Ça se trouve, il y a un gars, il a passé une semaine, il a mis une nouvelle vulnérabilité, elle existe depuis 10 ans et on ne le sait pas, quoi. Il se régale, il nous vole ce qu'on donnait. C'est que ça vient se poser des questions, mais après, le système open source a énormément de bienfaits et d'avantages qui fait que je pense pas qu'on va changer ce modèle, mais juste faut... Hop, Linux racheté par Oracle. Ça remet un peu les choses au centre. Yes, ouais, ça fait un peu flipper là. Mais merci à tous, en tout cas pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui, que ce soit sur la S400 et les petits coups de cœur, coups de gueule. Merci à tous de nous avoir écoutés, et puis on se donne rendez-vous bientôt. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous aussi vous avez des AS400 ou si vous en êtes sortis, pour nous dire un peu comment est-ce que vous avez fait. À bientôt tout le monde, ciao ciao. Allez, salut.